L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter effectivement quelques usages, quelques tips et puis quelques informations essentielles à connaître, à maîtriser concernant l'usage de l'intelligence artificielle générative au service du recrutement. On va focaliser aujourd'hui, on va faire un focus spécifique sur l'activité effectivement du recrutement qui, vous allez le voir, présente un certain nombre de cas d'usage, de possibilités et je vais vous en dérouler un notamment voilà, de bout en bout. Je vous ai préparé une démo pour vous présenter un petit peu voilà, ce dont l'intelligence artificielle générative est capable et ce en quoi elle peut venir effectivement soutenir les activités des services RH et plus précisément services de recrutement. Ça va passer à la slide 2. Hop, voilà. Je suis Perrine Soulier. Ce sont 2 sujets que je connais bien puisque j'ai été, enfin je suis toujours dans les ressources humaines depuis 25 ans maintenant. J'ai notamment été pendant 22 ans DRH d'une filiale de Free, pour la partie relations clients. Donc j'ai eu sur mon périmètre jusqu'à 4 500 personnes réparties sur la France et le Maroc, et je supervisais les ressources humaines pour 9 entités du groupe. Je suis depuis 3 ans à mon compte et dans ce cadre-là, j'accompagne, je suis consultante RH, donc j'ai toujours les mains effectivement dans l'opérationnel RH j'accompagne des entreprises sur un certain nombre de leurs problématiques et de leurs sujets et de leurs enjeux RH. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de préparer des élections professionnelles pour un client. Je m'occupe également d'un diagnostic RH et réglementaire pour un autre client je traite également des dossiers individuels un petit peu épineux pour d'autres clients encore. Et en me mettant donc à mon compte il y a 3 ans, j'ai bien évidemment commencé à réfléchir à comment m'équiper, m'outiller pour pouvoir voilà, être hyper organisée et perdre un minimum de temps et me permettre de jongler avec la multiplicité des sujets et des dossiers que j'allais devoir gérer. Et je me suis assez tôt tournée vers les sujets d'intelligence artificielle, donc tout début 2023, quelques mois après le lancement de l'offre grand public de ChatGPT. J'ai découvert effectivement l'IA et j'ai commencé à l'utiliser à outrance dans le cadre de mon activité. Et puis aussi à en parler autour de moi, à des copains, mon réseau RH, etc., qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais exactement avec l'IA, montre-nous. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à montrer ce que je faisais avec l'intelligence artificielle et que j'en suis venue à coacher également des professionnels RH. Et aussi maintenant, je forme et j'accompagne des équipes RH, mais également des comités de direction, des cabinets d'expertise comptable sur l'implémentation de l'IA dans leurs activités RH en particulier, mais aussi plus globalement, managériaux, etc. Donc voilà, le sujet du jour, c'est vous montrer un petit peu donc ce dont l'IA est capable, vous montrer un cas d'usage, des bonnes pratiques, vous donner 2-3 conseils et puis aussi des prompts. Et je vais vous montrer tout ça. Moi, mon credo, c'est vraiment de soulever le capot, de mettre les mains dans le moteur et de montrer concrètement comment ça fonctionne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et vous allez voir qui est absolument, enfin moi, je trouve absolument passionnant. Si on dézoome juste un petit peu, 2-3 chiffres, aujourd'hui, 78% des recruteurs en France, fin 2025, annonçaient effectivement qu'ils utilisaient l'IA dans le cadre de leurs activités de recrutement. Et on a assisté en 2025 à une explosion, puisqu'en 2024, c'était seulement 39% des effectifs dans le cadre des activités de recrutement qui annonçaient utiliser l'IA. 75% d'entre eux l'utilisent pour rédiger des offres d'emploi et 44% d'entre eux l'utilisent pour rédiger des mails. Donc le premier usage de l'IA dans les équipes RH, c'est pour les activités de recrutement. Il y a un truc absolument à connaître. Si l'IA Act, c'est un mot que vous ne connaissez pas encore, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet. À partir du moment où dans vos activité RH, recrutement, mais pas que. Vous commencez effectivement et vous envisagez d'utiliser l'intelligence artificielle voilà, pour accélérer vos process, automatiser un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas faire l'impasse effectivement sur l'IA Act. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là?
C'est la réglementation européenne qui a commencé à être mise en place en 2024 et qui se déploie petit à petit avec voilà, un certain nombre d'obligations qui arrivent au sein des entreprises. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans une phase de déploiement, d'acculturation. Voilà. Donc l'État met en place certaines mesures incitatives. Certains d'entre vous ont peut-être parlé de Osons l'IA, qui est un collectif piloté par le gouvernement et dont l'objectif, voilà, c'est d'inciter les entreprises, de leur montrer le chemin, de faire de la pédagogie d'être incitatif, voilà, de développer un certain nombre de mesures incitatives pour engager les entreprises sur la voie de l'IA. Mais il faut quand même bien identifier parmi tous les usages de l'IA, quels sont ceux effectivement qui sont sans danger et qu'on peut déployer sans difficulté, et quels sont ceux au contraire sur lesquels il faut porter une attention plus particulière. En l'occurrence, l'IA Act classe selon 4 niveaux de risque tous les usages de l'IA. Vous avez d'abord le risque minimum, c'est le petit, je vous les ai classés, là je vous ai indiqué, le risque minimum. Vous avez dans ces risques-là les usages de l'IA qui sont absolument sans impact sur le droit des personnes, sur les données personnelles, sur la confidentialité, etc. Vous allez avoir là-dedans les correcteurs orthographiques, je vous l'ai mis, les rédacteurs, les résumés automatiques, etc., qui ne présentent aucun caractère de risque, aucune forme de risque pour les données des personnes, vos process, vos entreprises. Vous avez ensuite les risques limités. Là, on commence à avoir les premiers usages RH qui peuvent effectivement être classés dans cette zone de risque limité. Vous avez le droit effectivement d'utiliser de l'IA dans ce cadre-là, mais en faisant preuve de transparence. C'est-à-dire que quand vous mettez en place un chatbot pour au sein de vos entreprises, pour vos candidats, si on focalise effectivement sur le recrutement, si vous avez effectivement déployé un chatbot dont le rôle est de répondre à vos candidats sur vos process RH, où en sont leurs candidatures, quand est-ce qu'ils vont être contactés, etc. Vous avez l'obligation d'informer ces populations qu'ils sont en train de communiquer avec une IA. Donc voilà, vous avez une obligation de transparence à ce niveau-là. Vous avez le troisième niveau de risque qui est là en orange. Tous les usages qui sont classés comme étant à haut risque, là vous avez encore bien évidemment l'autorisation, la possibilité de les utiliser, mais de manière bien plus encadrée et bien plus précise. On va retrouver là-dedans tous les usages de l'IA pour trier les CV, les usages de l'IA pour scorer vos candidats, faire de la gestion de carrière, analyser organiser, peut-être trier ou classer les candidatures, identifier voilà, une shortlist, etc., planifier vos recrutements. Là, dès lors qu'on utilise en fait l'intelligence artificielle dans un processus et que ça peut potentiellement avoir un impact sur le recrutement ou la promotion interne d'un collaborateur, en tout cas sur son avenir, vous avez dans ce cas-là une obligation supplémentaire qui est d'introduire à un moment donné dans ce process un contrôle humain obligatoire. Typiquement, on ne peut pas laisser l'IA seule décider parmi un panel de candidats qui est recruté. Elle peut faire le tri des CV, elle peut vous accompagner effectivement pour voilà, identifier quelles sont parmi toutes ces candidatures celles qui se rapprochent le plus de la cible que vous avez projetée. Mais vous avez l'obligation de contrôler le travail de cette IA, de vérifier qu'elle fonctionne correctement et d'identifier si effectivement elle n'a pas écarté par erreur de candidature qu'elle aurait dû au contraire conserver dans le pool des shortlistés par exemple. Donc là, vous avez une obligation de ce qu'on appelle human in the loop, une obligation d'appliquer un contrôle humain, et ce contrôle, vous devez le documenter dans vos process RH. À un moment donné, dans votre process d'usage de l'utilisation de l'IA, vous devez dire, voilà, l'IA fait tout ceci, fait cette action A, puis cette action B, puis cette action C, et à ce moment-là, après l'action C, un humain, un chargé de recrutement vérifie et de telle manière comment l'IA accomplit les 3 premières étapes du recrutement. Ça, c'est absolument obligatoire. Et puis, vous avez le dernier risque, qui est le risque absolument inacceptable, qui est interdit aujourd'hui sur le sol européen, qui est par exemple l'analyse automatisée des émotions des candidats
On pourrait être tenté effectivement d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre d'une visio avec un collaborateur et qui détecterait en temps réel, voilà, si le collaborateur, si le candidat pardon, est stressé, si voilà, la question que que vous venez de lui poser lui cause une certaine émotion, etc. Cette analyse des émotions est absolument interdite aujourd'hui. De même que la catégorisation biométrique également des personnes est absolument interdite. Le scoring social également, comme vous en avez peut-être entendu parler, en Chine, ils utilisent effectivement un scoring social pour classifier les ressortissants chinois. Cette pratique-là, sur le sol européen avec de l'intelligence artificielle est également interdite. Et le dernier exemple aussi, c'est important de le rappeler, surtout quand on rentre là dans une période de campagne électorale, l'usage de l'intelligence artificielle à des fins de manipulation de l'opinion est également interdite. On n'a pas le droit de recourir à une IA pour tenter d'influencer les opinions des personnes et voilà, les inciter à voter pour tel candidat ou pour tel autre. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, ces 4 niveaux de risque et puis les obligations qui y sont adossées dès lors que vous utilisez de l'IA dans vos process RH et de recrutement notamment. Dans les entreprises, vous avez peut-être entendu certainement parler que vous avez l'obligation de consulter votre CSE, hyper important si vous ne l'avez pas déjà fait. Si dans vos process RH, vous utilisez du recrutement, même si c'est juste au niveau de votre service RH et que ça n'a pas été déployé à grande échelle, à partir du moment où vous implémentez de l'IA dans vos process, vous avez l'obligation d'info-consulter votre CSE et de les en avertir et de les consulter voilà, comme il se doit. Perrine, Ouais, tu me permets, il y a une question. Est-ce que tu veux ouais. la traiter Ah après bah, ou tu veux non, non, très bien, je la vois pas effectivement, donc Eh ben, je comme te je la suis sur. pose. Ouais, Je- Ouais, je te la pose puisque moi vas-y. j'ai accès au chat. Du coup, c'est Christophe qui dit: Et comment l'IA Act va-t-elle contrôler les usages en RH notamment? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle. On est, comme je vous le disais, dans une phase d'accompagnement, d'acculturation, on communique, on accompagne, on donne des exemples, etc. D'ici fin 2027, on va commencer effectivement sans doute à voir très probablement la CNIL, si effectivement cette responsabilité est confiée à la CNIL. En tout cas, il va y avoir des contrôles qui vont être en entreprise, comme vous avez peut-être sans doute déjà eu des visites inopinées de votre inspecteur du travail ou des visites inopinées d'un contrôleur de la CNIL. On va voir aussi avoir maintenant des visites inopinées de potentiellement la CNIL ou un autre organisme qui sera chargé de faire des contrôles de vos usages de l'IA en entreprise. Donc, on sera effectivement dans l'obligation de leur montrer qu'on a bien une charte de l'IA, que tous ces usages de l'IA ont été documentés, décrits, qu'on a bien identifié quel process RH utilise de l'intelligence artificielle, comment, et de quelle manière s'effectue le contrôle et la supervision humaine de ces process. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de contrôle, mais ça va arriver. En revanche, sur le sujet de la consultation préalable obligatoire du CSE, il y a déjà des décisions, notamment auprès du tribunal de Nanterre, qui a, au moins dans 2 entreprises, il me semble, depuis 2025, stoppé des usages et des déploiements d'outils d'intelligence artificielle dans certaines entreprises, au motif que le CSE n'avait pas été correctement préalablement infoconsulté. Donc là-dessus, effectivement, je vous invite fortement à ouvrir la discussion avec vos CSE si ce n'est pas déjà fait et de les impliquer dans le process voilà, d'organisation et de décision de l'implémentation de l'IA au sein de vos entreprises. Delphine, n'hésite pas, effectivement, s'il y a d'autres questions, c'est très bien comme ça me va bien de les traiter au fil de l'eau. Nickel, nickel pour moi. Documentation technique, vous avez effectivement aussi besoin de collecter. Alors, si vous êtes sur ChatGPT ou si vous êtes sur Claude ou si vous êtes sur Perplexity ou Copilot, vous devez demander et obtenir de la part de chacune de ces entreprises la documentation technique que vous devez conserver et et tenir à la disposition de vos salariés s'ils utilisent l'IA, et également des organismes de contrôle qui seront amenés effectivement à vous rendre visite dans les mois et dans les années qui viennent sur les sujets de l'IA. Supervision humaine obligatoire, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir.
Transparence et traçabilité algorithmique, ça c'est un point qui est super important. On entend souvent des gens effectivement dire que bah, ils savent pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais parce que l'IA en fait leur avait dit. On ne pourra pas en fait continuer de fonctionner comme ça. Vous ne pourrez pas vous décharger de la responsabilité de vos usages, des réponses que vous faites de l'IA sur ces fameuses IA. Vous êtes responsable de ce que rédige votre stylo. De la même manière, vous êtes responsable de l'usage que vous faites d'une réponse produite par une IA à la suite d'une question que vous lui avez posée. Vous incriminez pas votre stylo plume quand effectivement il écrit quelque chose. De la même manière, vous ne pourrez pas incriminer l'IA quand elle vous répond quelque chose qui s'avère être à côté de la plaque. Donc voilà, transparence algorithmique et traçabilité algorithmique, il faut effectivement monitorer, comprendre comment votre IA fonctionne, être au clair sur la manière dont vous l'avez configuré, sur les données que vous lui avez communiquées également pour lui permettre de travailler et de prendre des décisions, prendre des décisions. Et vous devrez aussi conserver pendant 6 mois la totalité de vos conversations, justement à des fins de contrôle par les autorités quand ça arrivera. L'information des candidats, on en a parlé également. Si vous mettez de l'IA dans vos process de recrutement, juste prenez soin d'en informer vos candidats. Ils doivent savoir qu'à un moment donné, une IA intervient dans le process de recrutement. Et puis formation également des collaborateurs. On a depuis février 2025 l'obligation de former les collaborateurs au sein des entreprises dès lors qu'on leur donne, qu'on leur met à disposition un outil d'IA. Vous avez l'obligation de les guider et de les accompagner sur le sujet. Et je vous invite à le faire et à tracer le fait que ces actions de formation ont bien été déployées au sein de vos entreprises. Je vais peut-être passer à la slide suivante, mais le bouton suivant ne fonctionne pas. Quelques règles fondamentales pour bien utiliser l'IA et pour obtenir un maximum d'efficacité dans les réponses que vous allez obtenir. Il faut d'abord apprendre à prompter. Vous allez voir que, et je vais vous montrer après un des prompts, je vais vous faire la démonstration d'un prompt que j'utilise. Prompter, ça ne s'improvise pas. Vous avez tous sans doute déjà utilisé l'IA, mais il y a des manières de le faire. Je fais souvent l'analogie avec la musique. C'est pas parce que dans mon salon j'ai une très belle guitare, la meilleure marque du monde, etc., que si je la prends, je la mets sur mes genoux et que je gratte les cordes, ce sera joli à entendre. Il faut que j'apprenne le solfège, il faut que je m'entraîne également pour au final effectivement pouvoir jouer vraiment de la musique. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai une Rolls-Royce et j'ai un super outil entre les mains que je vais forcément obtenir des bonnes réponses. Encore faut-il que j'apprenne à l'utiliser. Un deuxième point, c'est le paramétrage de vos profils d'IA. C'est le truc souvent à côté desquels 90% des utilisateurs d'IA passent. Vous avez la possibilité de configurer votre profil d'IA et je ne peux que vous encourager à le faire. Dans les paramètres, à les fouiller, dans les paramètres, etc., vous avez des petites choses qui peuvent être complétées, ajustées, paramétrées et qui feront que les résultats que vous obtiendrez de vos profils d'IA, de vos discussions avec l'IA seront bien plus performants et bien plus efficaces. Vous allez voir, je vais vous faire la démonstration après de la manière dont me répond ChatGPT. Vous verrez vous verrez en live ce que je veux dire. Human in the loop, on en a parlé. L'humain reste responsable, effectivement. C'est hyper important vraiment de remettre l'humain au centre de vos usages de l'IA et de contrôler absolument tout ce que produit votre intelligence artificielle. Le plus grand risque serait en fait de prendre les réponses de l'IA et de les diffuser, de les envoyer aux personnes à qui elles sont destinées sans avoir pris le soin de contrôler le contenu. Et puis un dernier point qui est moi qui me bluffe toujours autant, on a quand même entre les mains là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie peut-être la plus puissante qui soit, mais qui parle le langage naturel. On n'a pas besoin d'apprendre des formules mathématiques complexes, on n'a pas besoin d'apprendre à coder dans un langage informatique inconnu. En appliquant quelques règles, quelques fondamentaux, on peut assez simplement utiliser effectivement l'intelligence artificielle. Donc il y a
un effort pour s'acculturer, pour passer pour monter ce premier step qui est pas très compliqué en fait. Alors même que les capacités de l'outil sont quand même assez folles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais Claude, dans sa version Opus 4.8, donc le modèle de langage qui est utilisé par tout un chacun. Moi, j'ai aussi un abonnement Claude et j'utilise aussi l'Opus 4.8. C'est l'outil, c'est le modèle d'IA qui est utilisé par la NASA pour calculer les itinéraires de ces rovers sur la planète Mars. Donc c'est utilisé effectivement par des ingénieurs top level pour faire des trucs hyper techniques et cet outil est déjà disponible au grand public dans la plupart des abonnements Claude. Moi je trouve ça absolument ahurissant. Donc en fait, on voit là donc le différentiel, ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre capacité à prompter et votre manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Toute la puissance de l'outil, vous l'avez déjà entre les mains. On refait le focus là sur le cycle de recrutement. J'ai pris là schématiquement les 10 étapes très classiques d'un recrutement, depuis l'identification du besoin, là tout à gauche, dans le cadre de vos entreprises, jusqu'à l'intégration. Donc dans l'ordre, on a voilà, identification du besoin, rédaction et diffusion de l'offre d'emploi, tout le passage sur le sourcing, etc., la gestion des candidatures, comment je les traite, comment je les analyse, etc. Toute l'organisation des entretiens de recrutement, généralement il y en a plusieurs, et puis comment j'évalue mes candidatures, les candidatures que je reçois. Il va y avoir toute la phase vérification aussi, qui est importante. La sélection finale du collaborateur que vous décidez finalement d'embaucher. Après, il va y avoir toute la phase négociation et proposition voilà, pour contractualiser la relation de travail. Les formalités d'embauche et enfin tout le cycle d'intégration avec le onboarding, etc. Comment j'intègre ce nouveau recruté dans mes équipes. Et très schématiquement, je vous ai mis ensuite ici, pour chacune de ces étapes, quelques points. Il y en a d'autres, hein, mais quelques points sur lesquels l'IA peut intervenir. Pour définir le besoin, on peut tout à fait effectivement utiliser l'IA pour faire une synthèse RH et pour synthétiser les besoins. Vous lancez une discussion avec, vous savez, votre système d'IA, là, une discussion entre le chargé de recrutement et le manager qui recrute. Voilà, on se met d'accord sur les modalités, ce dont il a besoin, on creuse un peu le sujet et on demande à l'IA de nous synthétiser la demande, de nous mettre en forme en fait, de manière extrêmement précise, les besoins exprimés par le manager et la compréhension et la réponse à toutes les questions posées par le recruteur. Pour rédiger la fiche de poste, ça va être notamment la démonstration que je vais vous faire tout de suite après. Pour rédiger la fiche de poste, vous allez voir, c'est tip top. Pour faire un benchmark salarial aussi, vous pouvez tout à fait utiliser l'IA pour lui dire, voilà, on envisage de recruter pour tel métier, tel type de profil. Bon, notre échelle de rémunération aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que tu peux me faire un benchmark de ce qui se fait avec des recherches web pour identifier si notre rémunération cible est bien positionnée ou s'il faut la réajuster, etc., etc. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue la totalité des étapes, mais je vous ai mis là, pour les 5 premières étapes, un exemple de cas d'usage, de situation sur lesquelles l'IA peut intervenir. Et ici, sur cette page suivante, pour les 5 étapes suivantes, également les sujets sur lesquels l'intelligence artificielle peut être d'une grande aide. Je vous ai également ici, là on va commencer vraiment à regarder le prompt que j'ai utilisé et la démo que je vous propose. Et je vous ai mis ici, vous aurez de toute façon la slide, un petit lien vers la slide que je vous ai préparée avec le prompt que je vous ai préparé. Sur cette slide, vous allez retrouver les cas d'usage un petit peu plus détaillés de l'IA sur vos activités de recrutement. Vous allez retrouver effectivement les différentes étapes que je vous proposais, avec en détail, plus précisément que je ne l'avais fait précédemment, les différentes choses que peut faire votre IA. Et puis plus précisément, là, si on plonge dans la démo, je vous ai mis ici les prompts. Vous avez là sur la zone grise le prompt que je vais utiliser. Vous allez voir, bon, vous remarquerez que le prompt est assez costaud. Quand je vous disais qu'effectivement prompter, ça s'improvise pas. Vous voyez effectivement que là, on a un prompt assez long et c'est normal. Un bon prompt qui détaille et qui donne la totalité des informations dont a besoin une IA pour travailler.
C'est un prompt effectivement qui doit être rédigé de cette manière-là, avec un rôle qui lui est détaillé très précis. Là, en l'occurrence, je lui dis que c'est un expert RH en France en 2026, qu'il est spécialisé dans le recrutement internalisé, qu'en l'occurrence, là, pour les besoins de la démo, il applique les conditions de la convention collective Syntec et qu'il connaît toutes les bonnes pratiques du recrutement et toutes les exigences du RGPD qu'il intègre dans ses process. Je lui ai donné également des informations sur le contexte. Il faut lui dire, voilà, lui donner, il ne sait pas a priori quel besoin de recrutement, donc il faut lui donner un maximum d'informations. Et je lui dis, tu accompagnes un ou une professionnelle RH qui souhaite construire un process de recrutement complet, structuré, cohérent, et je lui donne quelques informations sur l'entreprise, la convention collective, l'organisation du travail, voilà, des éléments qui contextualisent, qui lui donnent, voilà, précisément un petit peu la fiche d'identité de l'entreprise et de mon besoin. Je lui précise ensuite quel est mon objectif. Là, en l'occurrence, je lui demande de me concevoir un kit pour ce recrutement-là, avec une fiche de poste, des trames d'entretien de recrutement, donc un entretien de présélection téléphonique, un entretien de la part de l'équipe RH et un entretien managérial. Ces 3 entretiens seront complémentaires, l'objectif étant d'ajouter des couches de précision d'un entretien à l'autre. Je lui demandais également dans ce process-là de me rédiger tout l'éventail d'emails dont je vais avoir besoin. Un email de confirmation, j'ai bien reçu votre candidature, on va l'étudier attentivement et vous aurez une réponse sous 15 jours. Et puis toute la stack d'emails, l'email qui l'invite à un entretien téléphonique, l'email qui l'invite à un entretien physique avec le RH, et un mail qui l'invite à un entretien physique avec le manager, et puis un mail qui lui dit c'est super, vous avez été retenu, et également un email qui lui dit bah désolé mais on va pas retenir votre candidature parce que ceci, cela. Je lui précise sa logique de fonctionnement. Je lui donne également là un certain nombre d'informations. Je lui dis comment il doit fonctionner, etc., etc. Et je lui dis tu vas pas produire tout ça d'un seul coup. Je lui dis ici, tu vas valider, tu vas me produire les informations, tout ce que je te demande, l'un après l'autre. Je valide si c'est bien ce à quoi j'attends. Et après, seulement ma validation, tu passes à l'étape suivante. Donc vous allez voir qu'il va fonctionner par itération. Il va pas me fournir tout d'un coup. Et ça, c'est un truc qui fonctionne très très bien avec l'IA. Dites-lui, voilà, donnez-lui à voir là, la totalité du process et dites-lui, tu me le fais petit à petit, petit à petit. Vous allez l'avoir, hein, le prompt, vous l'aurez dans les documents qui vous seront transmis après. Et puis là, je vais donc lui préciser toutes les étapes avec un maximum de détails, étape par étape. Je vais lui demander de commencer par vérifier les données. Puis, une fois que j'aurai validé, de me rédiger la fiche de poste avec tout ça dans la fiche de poste. Puis, de me rédiger l'offre d'emploi avec tout ça dans l'offre d'emploi. Puis, de me rédiger les trames d'entretien avec voilà, toutes ces informations-là dans la trame des différents entretiens. Puis, les différents mails. Puis, la promesse d'embauche à la fin. Voilà. Et puis, je lui donne encore quelques contraintes. On est en France, donc on parle en français, sans jargon inutile. On fait des phrases courtes avec des verbes d'action, etc., etc. Le RGPD doit être bien évidemment respecté. Également, vérifier qu'il n'y a aucun biais discriminatoire, etc., etc., etc. Voilà. Donc, la manière dont on utilise ce truc-là, je copie donc ce prompt. Et ensuite, je vais dans mon IA préféré. Alors là, j'ai fait le truc en totalité, mais je vais essayer de le faire en live si ça ne plante pas. Si j'ai pas de problème de Wi-Fi, je vous le ferai en live, mais sinon j'ai une roue de secours, je l'avais déjà lancée par ailleurs. Donc je copie mon mail, mon prompt et j'envoie. Et là, je vois qu'on y a commencé à réfléchir et dit OK, je pars sur l'étape 0, qui est le contrôle des données. Tu m'as donné déjà un certain nombre d'informations. Voilà, je te recommande de sécuriser ces 4 points et d'après mon analyse, voici les données qui sont d'ores et déjà exploitables dans tout ce que tu m'as donné. Les données qui mériteraient peut-être d'être précisées, si tu veux m'apporter un certain nombre de précisions. Et puis les points de conformité qui seront importants et sur lesquels je veillerai bien à bien appliquer les règles, voilà. Et puis bon, si t'as pas le temps de me préciser, voilà, moi je vais partir du principe voilà, de ces hypothèses-là. Je te propose effectivement que pour ce recrutement, on parte sur un statut état, etc., etc. Mais si tu veux corriger, si tu veux modifier quoi que ce soit, pas de problème, tu peux le modifier. Il me dit si tu es d'accord avec ça, tu cliques sur 1. Si tu n'es pas d'accord avec ça et que tu veux ajuster,
tu cliques sur 2, tu m'apportes les précisions et je recommence cette étape avant de passer à la suite. Donc là, je vais dire OK, c'est bon pour moi, option 1. Hop, je vais copier comme ça, attention qu'ils comprennent. Je dis option 1, c'est bon, tout ce que tu m'as proposé, ça me va. Tu peux passer à l'étape suivante. Donc là, il passe à l'étape suivante. On réfléchit un peu. Il est même allé vérifier sur les Legifrance, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un petit passage sur les Legifrance pour aller vérifier sans doute 2-3 trucs. Et du coup, voilà, d'après les informations que tu m'as données, voici la fiche de poste que je peux te proposer pour ce poste de chargé de recrutement pour lequel tu me demandes effectivement des trucs. Donc, il fait une fiche de recrutement, voilà, selon les meilleurs standards, d'après les informations que je lui avais demandées. Vous voyez que c'est assez complet quand même, hein. Ça pourrait être tout à fait une fiche de poste que je pourrais avoir dans mon entreprise avec des sections, des sous-sections, des précisions, la totalité effectivement des tâches qui seront confiées, le type de profil que je recherche, le niveau de formation, voilà, les compétences techniques qui sont attendues, etc., etc. Les compétences comportementales aussi, donc j'ai des hard skills, mais j'ai aussi des soft skills, etc. Puis les conditions du poste, c'est un CDI, non cadre, etc., etc., etc. Il me met entre accolades là tout ce qu'il va falloir que je précise, mais de toute façon, comme je vais tout relire avant de les utiliser, bien évidemment, je ferai les ajouts sur les éléments qui manquent. Il me dit c'est bon, j'ai vérifié du point de vue de la non-discrimination, il faudra vérifier à tout ça, mais en tout cas, moi, j'y ai bien veillé dans ce que je t'ai produit. Et pareil, au niveau du RGPD, il faudra faire ci et ça. Ah oui, ouais, comme j'avais fait pour Factorial, il a gardé effectivement l'usage ATS Factorial. Bon bref, et puis traçabilité des informations, voilà ce qu'il faudra documenter et bien tracer au fil de ton process de recrutement, etc., etc., etc. Donc, vous voyez qu'il est quand même extrêmement détaillé. Et puis là, il me dit, voilà, si tu valides cette étape, tu me dis 1, je passe à la suite, ou alors 2, et tu ajustes et je refais. Donc, je lui dis, c'est bon, on continue, passe à la suite. Donc, à partir de cette fiche de poste, il va maintenant me rédiger l'offre d'emploi. Pareil, il va consulter 2-3 sites internet. Donc, il me rédige là, maintenant, l'offre d'emploi. Rejoignez Acme pour piloter les recrutements utiles, structurés et humains. Blablabla, avec votre mission, vos principales responsabilités, ce que vous ferez, voilà, comment on travaille chez nous, le type de profil que je recherche, les compétences qui sont attendues pour ce métier, les qualités professionnelles, les conditions du poste, le process du recrutement qui sera appliqué à ce recrutement-là, la protection, un petit rappel sur la protection des données personnelles et l'égalité de traitement, et puis un petit rappel sur voilà, comment postuler. Il me Et fait une petite... Ouais, Perrine, vas-y. moi, je me pose la question, tu sais, tu as dit en effet qu'il fallait justement indiquer aux candidats que l'IA était intégrée justement dans le process de recrutement. Est-ce que c'est à ce moment-là, par exemple, est-ce que toi, tu recommandes que c'est typiquement sur la fiche de poste qu'il faut intégrer le fait que sa candidature sera traitée par de l'IA? Alors, moi, je le ferai pas sur la fiche de poste, moi, je le ferai dans les mails, D'accord. Ok. parce que ça prouve qu'effectivement, on sait que le mail, et on est en mesure de prouver que le mail lui a été envoyé nominativement, et que donc, dans ce mail, il en a bien eu personnellement l'information. Donc, dans le process, effectivement, dans le process, moi, je le ferai à ce moment-là. Et en fait, je le martèlerai partout, en vrai. À chaque fois que je lui adresse un mail, je dis, je mettrai en petite note de bas de page, je rappelle que nous utilisons telle IA pour le process de recrutement et que nous veillons à la protection des données personnelles, bien évidemment, et que tout est anonymisé avant utilisation de l'IA. À ton sens, il faut nommer l'IA qu'on utilise? Non, t'es pas obligé de nommer l'IA que tu utilises. Non, t'es pas obligé d'aller jusqu'à nommer l'IA que tu utilises. Voilà, donc de la même manière, il a poursuivi. Il me dit, OK, si tu es d'accord avec ce que je t'ai écrit là comme offre d'emploi, maintenant je vais passer à l'étape rédaction des trames d'entretien. Tu t'es OK ou alors est-ce que tu veux modifier des choses? Je lui dis, c'est bon, c'est OK, je valide ce que tu as fait, tu peux passer à la suite. Et vous voyez que là, je lui ai dit juste 1, parce comme il m'a listé les deux options, il me dit option 1, option 2. J'ai juste à lui dire 1. Pour lui, c'est suffisamment clair. Il a compris, effectivement, qu'il doit passer sur les trames de recrutement. Ça me facilite la tâche. Et ça, il fonctionne comme ça parce que je l'ai paramétré d'une certaine manière et que je lui ai dit, dans son fonctionnement et dans le paramétrage, j'ai besoin que tu m'épargnes un maximum d'efforts. Donc, à la fin, de chacune de tes réponses, tu vas me donner les options et j'aurai juste à te dire 1, 2 ou 3 ou A, B ou C.
et tu feras pour enclencher l'étape suivante. Et Perrine, du coup, dans ton prompt, tu utilises des caractères spéciaux, donc des hashtags. Je vois Ouais, parfois que... oui. Est-ce que ça, c'est essentiel dans la rédaction d'un prompt ou pas forcément? Ouais, ça fait partie Ouais. effectivement de tout le solfège qu'il faut apprendre à connaître et à mettre en application de manière générale. Plus le prompt sera structuré et organisé, meilleur sera le résultat. Les mêmes informations, les mêmes phrases, mais fournies dans un gros tas bien compact et bien pas mis en page et pas du tout structuré, sera moins bien digéré et compris et analysé par l'IA. L'IA, en fait, plus vous allez lui structurer le prompt, mais mieux elle va comprendre, ok, chacune des briques qui composent ce prompt, et donc elle se comporte exactement comme je l'attends. Alors que si je lui donne un gros truc bien compact, le résultat sera moins propre, moins rangé, moins structuré, moins progressif, etc. Et du coup, est-ce qu'il faut faire un prompt justement sur l'IA pour connaître les meilleures pratiques pour utiliser en fait ces caractères spéciaux ou pas Ah ouais, forcément? oui, c'est possible, Ouais. c'est possible. Vous pouvez tout à fait demander effectivement à l'IA quelles sont les meilleures pratiques de prompting pour les intégrer à vos manières de prompter, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc là, effectivement, il a rédigé bah, les trames d'entretien, voilà, donc l'entretien de préqualification par téléphone, avec les questions qu'il faut que je pose, etc., les points sur lesquels je dois noter les informations voilà, ce que je dois attendre, effectivement, et j'ai vraiment un truc très rédigé, très guidé, pour faciliter au maximum le travail de mon chargé de recrutement, quoi, à toutes les informations à communiquer, etc., validation de certains points, voilà. Là, après, il me donne l'entretien RH, cette fois-ci, donc en physique, l'entretien numéro 2, qui va capitaliser sur les réponses fournies pendant l'entretien de présélection et aller un cran plus loin dans l'exploration, effectivement, du profil, de l'expérience du candidat et des informations à collecter. Donc, idéalement, on évite de se répéter d'un entretien à l'autre, mais on capitalise, on a entre les mains, enfin le manager, la personne qui fait passer l'entretien, a entre les mains déjà les résultats de l'entretien précédent. Et construit par-dessus, voilà, avec, là, on va davantage vers de la stratégie de sourcing, vous voyez, des choses un petit peu plus approfondies. Voilà, comment préparez-vous et conduisez-vous un entretien pour limiter la subjectivité dans l'évaluation? Ça, c'est effectivement des questions qui sont typiquement posées effectivement pendant l'entretien RH. Voilà. Donc là, j'ai toute ma structure pour mon entretien RH. Et puis, après, mon dernier entretien avec le manager. S'il passe effectivement l'étape RH, c'est ensuite le manager qui va le recevoir avec, pareil, de la même manière, une série de questions, davantage peut-être sur l'opérationnel, gestion des délais, etc., etc. Comment est-ce que vous collaborez, comment est-ce que vous y prenez pour voilà, vous assurer que vous sélectionnez les bons candidats qui correspondent aux besoins réels, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de désaccord? Bref, voilà, toute une trame d'entretien typiquement managériale, quoi. Des recommandations, des points de vigilance, bien évidemment. Et puis, il me dit, voilà, est-ce que tu veux maintenant que je te rédige les différents emails dont tu vas avoir besoin dans ce process de recrutement? Je vais lui dire, oui, c'est bon. Hop, c'est bon. Vas-y, rédige-moi les emails maintenant qui correspondent à ce process de recrutement. Et donc voilà, il me rédige tout ça. J'accuse réception de la candidature. Vous êtes convoqué à un entretien de préqualification téléphonique avec, voilà, j'ai plus qu'à copier-coller puis à remplir les placeholders, à mettre en forme comme je veux. L'entretien, vous êtes convoqué à un entretien RH, c'est super, vous avez passé la présélection. Super, la RH vous valide, etc. Maintenant, vous allez voir le manager, donc en l'occurrence le DRH. Et puis, bah, malheureusement, votre candidature n'a pas été retenue, etc. Voici une trame d'entretien de ah oui, non, j'avais pas dû lui mettre l'entretien, enfin, le mail de validation. En tout cas, voilà, il nous a proposé un mail de refus. Hop, pareil, avec des recommandations, etc., des points de vérification, etc., etc. Et la dernière étape que je lui avais demandé, c'est effectivement la promesse d'embauche. Donc, je lui ai dit, oui, vas-y, maintenant, rédige-moi effectivement la promesse d'embauche qui correspond à ce process de recrutement. Et voilà, il me rédige effectivement une proposition de promesse d'embauche avec,
Voilà, la totalité des détails, des informations, la nature du contrat, statut, classification, convention collective, etc., la date d'entrée, le lieu de travail, on fait du télétravail, la durée du travail, etc., etc. Bon, c'est presque un contrat, hein. Il y a presque toutes les précisions d'un contrat de travail, mais voilà. Donc, vous voyez comme ça un petit peu comment, avec un gros prompt extrêmement bien construit dès le départ et toutes les étapes déjà guidées et identifiées tout en haut dans cette conversation, après, il n'a plus qu'à dérouler. Quand je lui ai donné effectivement toutes les informations dont il a besoin, il sait exactement ce qu'il a à faire et il déroule son travail à la perfection. Et donc, ce truc-là, vous pouvez l'utiliser et le dupliquer pour l'ensemble de vos process de recrutement. Et ça va vous faire gagner, normalement, pas mal de temps. Voilà pour la démo que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc on a vu effectivement ah non, alors, je reviens en arrière, hop, hop. Que donc le prompt m'a permis effectivement de dérouler toutes les étapes que je lui avais données initialement. Assez vite et assez simplement. Et donc, au final, je me retrouve avec une fiche de poste, une offre d'emploi aussi, je ne l'ai pas mise là, mais également une offre d'emploi, des trames d'entretien, des emails candidats et une trame de promesse d'embauche. Et tout ça, vous avez vu, il a mis moins de 10 minutes à me rédiger tout ça. Le temps est enfin, ça va quand même à une allure phénoménale, quoi. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué. Il faut juste appliquer la bonne recette, les bonnes méthodes et les bonnes manières de prompter et décliner effectivement cette manière de prompter sur tous vos process et vos besoins. Voilà. Et plus le prompt sera précis, structuré, organisé, meilleur sera le résultat. Et en plus, ça vous permet d'éviter les fameuses hallucinations dont vous avez sans doute entendu parler. Mieux vous prompterez, moins la machine hallucinera. Voilà, donc commencez petit, vous pouvez, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous n'avez pas besoin effectivement de révolutionner vos process pour implémenter de l'IA. Vous pouvez vraiment commencer très simplement avec, comme boussole toujours, hein, l'IA Act. Ça vraiment aller regarder du côté de l'IA Act et bien évidemment aussi marteler auprès de sur votre IA qu'elle doit respecter le RGPD, les règles anti-discrimination, etc., etc. Voilà, est-ce que vous avez des questions autres que celles auxquelles j'ai d'ores et déjà pu répondre? Je sais pas où c'est les conversations, c'est là. Hop, on voit que ça arrive. Donc j'ai utilisé ChatGPT, je sais pas si vous aviez reconnu l'IA, mais j'ai bêtement utilisé ChatGPT pour Est-ce que exprimer ce cas d'usage. Ouais. Est-ce qu'il y a une IA que tu recommandes est-ce que par exemple selon l'IA, sur les thématiques de recrutement, typiquement tu pourrais plus conseiller ChatGPT, mais sur des thématiques, sur d'autres thématiques de toutes les missions et du point RH, il y aurait d'autres IA génératives qui seraient peut-être plus adaptées ou pas Euh, spécialement? Pour moi, j'utilise essentiellement ChatGPT et Claude. Je me suis mise à utiliser Claude. Alors, ChatGPT, je suis depuis 3 ans dessus à outrance. Donc, voilà, je connais l'outil par cœur et il est paramétré de manière très fine, donc il me répond exactement comme je veux. Claude, du coup, je m'y suis mise parce que j'ai entendu effectivement Monts et Merveilles. Et effectivement, c'est absolument ahurissant. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus puissant, je trouve, que ChatGPT. Donc vraiment Claude très très bien. Sur les aspects de conformité, si vous n'êtes pas sûr de votre manière de prompter, privilégiez peut-être Perplexity. L'avantage de Perplexity, c'est la qualité de son sourcing. Elle hallucine moins et elle va systématiquement chercher sur Internet là où les autres ont davantage tendance à vous inventer des réponses sans aller vérifier sur Internet. Là où Perplexity va systématiquement chercher sur Internet pour étayer sa réponse. Donc avec un gain donc, de conformité légale dans les réponses qu'elle apportera. Mais déjà avec ces trois-là, vous faites des miracles. Mais voilà, attention, le plus important, c'est vraiment de veiller à anonymiser les données qu'on dépose dans l'IA dès lors qu'on veut travailler. Je suppose que vous verrouillez l'usage des données que vous fournissez. Oui, pour l'exécution des prompts, bien évidemment. Je n'expose aucune donnée personnelle
dans l'IA. Généralement, j'anonymise absolument tout. Quand j'ai besoin d'identifier qui est qui, voilà, moi j'utilise souvent des acronymes. À vous d'imaginer, voilà, mais pour utiliser l'IA, j'utilise généralement les 2 premières lettres du prénom, les 2 premières lettres du nom de famille. Donc moi, dans l'IA, je suis PESO. Là où, par exemple, Delphine Michel serait DEMI, etc., etc., etc. Ça permet d'éviter d'exposer l'identité des gens. J'enlève bien évidemment les adresses mail personnelles, les numéros de téléphone, les adresses postales, les numéros de sécu, etc. Tout ça n'atterrisse jamais, jamais, jamais dans mes systèmes d'IA. De même que pour l'entreprise, je ne mets pas non plus les adresses mail, l'identification d'entreprise, etc. Tout ça, je le fais en dehors de l'IA quand elle m'a produit le cadre et la rédaction des documents. J'extrais tout ça de ma conversation et c'est dans mon fichier Word ou dans ma boîte mail que je remets effectivement le bon nom des personnes, les bonnes adresses mail, etc., etc. Donc oui, ça c'est effectivement hyper important de bien y veiller, c'est essentiel. Je vois qu'il y a une question de Christophe qui arrive. Sinon, Christophe, si c'est plus simple, vous pouvez démuter votre micro et prendre, on n'est pas très nombreux. Vous pouvez tout à fait démuter votre micro et poser Oui, votre ça sera question. plus simple. Ouais. Donc, dans votre exemple, ACM est une société fictive. Alors Acme, vous allez voir, Oui, c'est très souvent oui, dans les démos, c'est un nom d'entreprise fictive très souvent utilisé dans les démos, ouais, Acme. d'accord. Cette entreprise n'existe pas, tout à fait. Mais vous n'avez pas un moyen, dans le paramétrage de votre profil, de verrouiller cela, de faire en Alors, sorte qu'il ne travaille que sur vos données ou... oui, il y a des IA qui le permettent. Vous avez dans l'offre Copilot de Microsoft un paramétrage de Copilot. Quand Copilot est paramétré au sein des entreprises, au niveau de la DSI, ils peuvent faire en sorte que l'IA fonctionne dans un espèce de vase clos Ouais. et n'expose pas les données. Donc là, vous n'avez effectivement pas besoin d'anonymiser, de faire cet effort d'anonymisation. Vous avez Ça peut être, d'autres. ouais. Ouais. Ça peut être notamment dans l'usage du tri des CV ou Oui, tout à fait. la présélection des CV, si j'ose dire, de dire quel serait Ouais. au travers de critères, quels seraient le mieux positionnés ou les mieux Positionner, vous positionnés. faire effectivement des Donc, de shortlists. limiter à ces Complètement. données-là que vous donnez. Tout à fait. Par ailleurs, vous avez une autre manière de faire. Vous avez des outils comme Mistral qui sont open source. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger Mistral et le faire travailler en local sur votre En local. machine sans exposer du coup encore une fois vos données. Et puis, sinon, vous avez dans les versions entreprise, vous avez la ChatGPT version entreprise, où également ils garantissent que les données que vous utilisez ne sont pas exploitées à des fins et ne sont pas transmises par ailleurs. Malgré tout, moi, je recommande dans tous les cas de ne pas exposer les données personnelles dans les mails et dans les usages. Sauf quand ça tourne vraiment en local. Est-ce que vous avez d'autres questions Moi, pour moi? peut-être une Ouais. dernière question. Est-ce que tu recommandes des IA pour des entreprises qui auraient des sujets, pardon, notamment autour de la souveraineté numérique, donc c'est-à-dire on évite ChatGPT, on évite peut-être des outils qui seraient entre guillemets étrangers. Alors, moi, je ne peux que vous recommander dans ces cas-là Mistral, qui est l'IA française, hébergée effectivement sur le sol européen, donc qui est RGPD compliant, etc., etc. Et effectivement, on la voit assez peu. Et je dois avouer que je suis moi-même défaillante sur le sujet. Je n'ai très peu utilisé Mistral, mais il faudrait que je l'utilise plus. C'est sans doute très très bien et vraiment, il faudrait que je m'y mette. Mais Et en tout ben cas, ça serait, ils sont effectivement hyper efficaces ouais, et il faut qu'on les soutienne. Donc, je vais aller me prendre un abonnement Mistral. ça sera le sujet d'une nouvelle formation. Exactement.